Bienvenue à nouveau à European Lab Winter Forum pour ce deuxième panel de discussion. Donc pour ceux qui n'étaient pas là avec nous tout à l'heure, je reprécise très brièvement que European Lab Winter Forum est organisé par l'association culturelle lyonnaise Artifarty, qui porte notamment le festival Nuit Sonore, mais également ces forums européens. Il y a eu à peu près 28 forums partout en Europe et dans le monde. C'est la deuxième fois que nous sommes accueillis à Grande Contrôle. Donc merci beaucoup à l'équipe de Grande Contrôle et notamment à Mathilde Giraud, directrice éditoriale, qui a conçu aussi l'événement Migrants-Migrantes qui a démarré mercredi ici même et dans lequel s'insère cet European Lab Winter Forum. Je précise également que ce forum se déroule aussi dans le cadre d'une coopération européenne qui s'appelle EUMED, qui porte sur la narration des migrations et qui a donné le titre générique de ce forum. C'est une coopération qui est pilotée par la Fondation Feltrinelli à Milan, en Italie, et qui fédère également SOS Racismo en Espagne, Agora Europe, Amel et Artifarty en France et l'Université de Maastricht aux Pays-Bas. La narration des migrations, le projet de cette coopération, c'est d'essayer de partager ensemble des récits sur les migrations qui soient inspirants, mobilisateurs, qui puissent aussi nous aider à contrecarrer en fait les récits catastrophistes, les psychoses sécuritaires, les délires déclinistes, toute cette tendance au repli. Voilà, qu'on entend beaucoup trop actuellement, notamment en France dans un contexte de campagne électorale, mais aussi partout ailleurs en Europe, notamment en Hongrie ou en Slovénie, par exemple, puisque la Slovénie assurait la présidence de l'Union européenne avant la France et s'est comporté vraiment sur ce sujet des migrations et tout à fait allé dans le sens de diaboliser en fait ces mauvais migrants. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de proposer ensemble, de travailler ensemble à des récits de migration différents. Ça s'intègre aussi plus généralement dans ce qu'on appelle la bataille des récits, parce qu'on sait que les récits parfois nationalistes ou de repli identitaire sont très puissants. Donc comment on essaye aussi de trouver les ressources ensemble pour construire d'autres récits. Et on avait très envie, en fait, dans ce contexte, puisque, comme je vous le disais, Artifarty est une association culturelle très engagée, évidemment, sur notamment la musique, de faire une place au récit singulier d'Obi Bora. Donc c'est autour de ce récit singulier qu'est construit un petit peu cette discussion. Obi qui du coup pourra retracer brièvement son parcours et puis qui nous quittera ensuite parce qu'il doit se préparer pour un concert qui suivra cette discussion. Donc c'est de partir un petit peu de ce récit d'Obi et surtout d'entendre en fait ceux qui l'ont accompagné dans son parcours artistique et dans son parcours de vie, autour notamment d'un projet qui s'appelle Migration positive, donc qui fait tout à fait écho à la thématique de notre forum. Et pour en fait évoquer donc cette question de la mobilisation de la scène artistique autour des artistes en exil, nous avons le plaisir d'accueillir Obi Bora, donc artiste nigérian qu'on aura surtout le plaisir d'écouter en concert tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour montrer son premier album qui est sorti et qui est disponible aussi chez le disquaire, là, à Grande Contrôle. À ses côtés, Olivier Bocon-Gibaud, directeur d'Horizon, qui est le manager d'Obi, donc qui a accompagné vraiment Obi dans son parcours d'artiste depuis le début. Claire Enoch, alors qui n'est pas une analyste économiste, encore que tu dois avoir ce genre de talent aussi, parce que tu en as plein. Mais Claire Enoch est la fondatrice de Tourmakers et accompagne aussi les tournées d'un certain nombre d'artistes, dont Obi Bora. Et puis, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Théo Maufroy,
qui fait partie de l'Attitude contemporaine à Lille, qui est à la fois un festival et un bureau de production. L'Attitude contemporaine porte aussi un projet qui s'appelle Infra, qui est une coopération européenne sur justement l'accueil des artistes, l'accompagnement des artistes en exil. Donc Télo pourra aussi nous permettre, à partir de l'exemple d'Obi, peut-être de monter un peu en généralité, de mettre un peu en perspective la trajectoire singulière d'Obi avec d'autres nombreuses histoires et de voir aussi comment, en fait, jusqu'où l'accompagnement peut aller. Et pour commencer, je donne tout de suite la parole à Obi Bora, puisque c'est le mieux placé pour quand même raconter son histoire. Obi, can you tell us your story? Feel free to speak in English if you want. Okay, thank you. Bonsoir à tout le monde. Donc, je ne peux pas parler en français. I will speak in English. Okay, my name is Obinna, and I was born in Nigeria. But I left Nigeria when I was 23 years old, that is 2010, because of the problem that is going on in Nigeria. You know, so I had to travel all the way from Nigeria to Spain. But it wasn't an easy journey, like travel, like you take the tram to travel. It wasn't an easy journey, so it took me some time, like 2 years to get to Spain. And I don't know where to start in this story. I want to cut everything short. 2019, I was in Switzerland, and that time I don't have no document, and I'm in prison. So I met a guy. He proposed to me, if you can come to France the way you are making music like this, I think you can find something good for yourself. And that is when I start to think if I can come to France to start my life. And yeah. Merci beaucoup. Merci Obi. Et puis la meilleure façon, je pense, pour Obi de s'exprimer, c'est bien sûr à travers la musique. C'est pour ça qu'en fait, on a surtout invité en fait à partager en fait les morceaux de son premier album. Et Obi, si tu veux, tu peux effectivement nous quitter pour te préparer pour ton concert. Donc, je crois qu'il tenait vraiment. Je crois qu'Obi tenait vraiment aussi à avoir un petit moment de concentration avant son concert. Voilà, et merci beaucoup d'avoir accepté quand même de porter ce témoignage, parce qu'après, il y a quelque chose de peut-être, on trouvait un peu étrange de raconter son histoire à sa place, même si, en fait, on va aussi raconter son histoire à partir d'autres points de vue, les points de vue de ceux qui l'ont accompagné, et qui se sont engagés dans une grande aventure dont ils étaient loin d'imaginer en fait les nombreuses embûches, puisqu'il s'agit non seulement d'accompagner un artiste, mais d'accompagner un individu dans son parcours de vie. Peut-être que Olivier, tu peux commencer peut-être à nous raconter comment s'est fait ta rencontre avec Obi, et à travers aussi ton récit, rejoindre aussi le récit d'Obi, de son histoire à lui. Bien sûr, donc moi je suis Olivier Bocongibaud, je suis directeur d'Horizon. Et Horizon, c'est une société de production de concerts et labels basée à Lyon. Donc je vais quasiment reprendre le récit là où Obi m'a passé le témoin. Je pense que vous avez compris ce qu'il a dit dans son... Pardon ? Oui, je reprends très brièvement ce qu'il a dit. Donc Obi a quitté le Nigeria quand il avait 23 ans en 2010. Il a quitté le Nigeria parce qu'il est d'Abakaliki, qui est une petite ville de la région du Biafra, qui est une région qui subit encore les conséquences de la guerre du Biafra indépendantiste des années 70. Et en gros, quand il y a très peu de chances, surtout qu'il est issu d'une classe très très pauvre de cette petite ville, il avait très peu de chances en fait, d'accéder à une ascension sociale, d'accéder à un métier, à une insertion réelle dans une société, sachant qu'il était déscolarisé depuis des années. Donc voilà, une difficulté qui, à 20 ans, lui laissait un peu le choix entre la pauvreté ou la violence, comme beaucoup de ses camarades.
Et il a choisi une troisième voie qui est celle de l'exil, en fait, du départ, quoi. Et ce qu'il racontait, c'est qu'il voulait d'abord arriver en Espagne. Il est juste parti vers le nord et puis il a mis 2 ans à arriver en Espagne sur un voyage qui, comme il l'a dit très brièvement, était plus compliqué qu'un simple vol en avion. C'est un très très gros euphémisme quand on connaît les bribes de son parcours que j'arrive à reconstruire de façon parcellaire à force de témoignages qu'il nous donne au fil du temps. Et arriver en Espagne, eh ben, ça a été aussi un peu la désillusion en fait, du non-accueil qu'il a vécu et de la grande difficulté administrative, linguistique aussi. Du coup, voilà, l'Eldorado n'existe pas en quelques mots. Et pendant plusieurs années, du coup, ça a été une errance en Europe, dans les pays limitrophes autour de la France, jusqu'à arriver, donc il y a eu l'Espagne, puis l'Italie, la Suisse, ce qu'il racontait là, où il a été mis en prison parce que contrôlé à Genève sans document en 2018, eh ben, c'est un traitement voilà, carcéral, nous dirons. Et lorsqu'il a été libéré, un de ses camarades de cellule lui avait conseillé, avec la musique qu'il commençait un peu à faire, de venir en France pour tenter sa chance là. Et c'est là qu'effectivement une autre histoire, celle dans laquelle moi je suis impliqué plus directement, a commencé. Donc peut-être je reviens sur ma rencontre avec Obi. Donc Obi, je l'ai rencontré d'abord, en fait, avant de rencontrer Obi, j'ai rencontré sa musique. Parce qu'un ami à moi, un musicien avec lequel j'avais beaucoup travaillé déjà par le passé, avait lui-même rencontré Obi dans un squat qui s'appelait le squat Collège Maurice Sèvres. Il faut vous imaginer à Lyon, en plein centre-ville, un collège abandonné depuis plus de 10 ans, dont les portes avaient été réouvertes par des associations quelques années auparavant pour accueillir des migrants africains de plus en plus nombreux dans les villes de Lyon pour qu'ils aient un toit pour passer l'hiver. Puis ils ont réussi à obtenir de la ville même qui rouvre l'eau, l'électricité, qu'il y ait un semblant de décence par rapport à la rue, mais c'était loin d'être un centre d'accueil au sens propre du terme, c'était vraiment un squat. Et dans ce squat, un ami donc à moi, musicien, était venu avec une compagnie de théâtre qui avait la volonté de créer une pièce mélangeant des acteurs, des comédiens professionnels et des comédiens issus de la migration, clandestins, enfin peu importe, en tout cas des habitants du squat. Et Cédric, il était venu composer la bande-son, et puis il y a Obi qui vient le voir et qui lui dit moi je suis pas comédien, mais par contre je suis musicien. Et depuis quelques années, j'écris sur un ordinateur que j'ai pu me payer grâce à un petit séjour en prison, grâce au petit salaire de prisonnier qu'il avait eu en Suisse, la musique que j'ai dans la tête, et voici les maquettes, quoi. Et du coup, Cédric a trouvé ces maquettes absolument magnifiques. Une amitié est née, Cédric lui a ouvert les portes de son studio, ils ont commencé à travailler, à prolonger un peu le geste artistique. Et c'est en fait ces chansons-là que Cédric m'a fait écouter. Et du coup, Obi, je l'ai d'abord rencontré à travers sa musique. C'est même pas l'artiste, c'est l'œuvre même que j'ai rencontrée au départ, et pour laquelle j'ai eu un frisson absolument immense, où vraiment c'est le frisson qu'on recherche quand on est producteur, c'est-à-dire qu'on voit des grandes chansons, on est certain qu'elles pourront toucher par l'émotion qu'elles ont en elles-mêmes les autres, en fait, et qu'on va pouvoir propager cette onde-là, quoi. Et après, j'ai rencontré Obi pour qui je ne connaissais pas, enfin, dont je ne connaissais pas exactement la situation, si ce n'est qu'il était dans un squat. Et après, j'ai compris, avec le premier récit, ne serait-ce que de son quotidien, sans connaître son passé, en fait, l'émotion qui m'avait touché, c'était une émotion inhérente, en fait, coexistante même de son statut, en fait, et de son parcours et de son histoire. Et de là, en fait, c'est presque une rencontre empirique et émotionnelle que j'ai eue avec l'histoire des migrants en France. Et voilà. Et après, du coup, on a décidé de produire son album. Ce que tu peux peut-être aussi préciser, je trouve, qui peut éclairer en fait ce qui t'a touché dans sa musique, c'est le fait que Obi, en fait, n'est pas un artiste qui a pris les routes de l'exil, mais c'est quelqu'un qui, sur les routes de l'exil, a puisé dans la musique et dans l'art une force aussi, et qui lui a permis aussi de tenir, et voilà, il est devenu artiste aussi à travers aussi ce long processus, enfin ces longues années sur les chemins de migration. Avec la création musicale, elle est vraiment impressionnante. Obi la raconte très bien. Il était perdu dans le désert algérien. Il avait fui en fait. Il avait fui une patrouille et il s'était enfoncé pour les perdre dans le désert algérien après avoir traversé la moitié du Sahara à l'arrière de pick-up. Et en fait, il s'est tellement perdu qu'il ne savait vraiment plus quelle direction prendre. Et il a marché comme ça pendant 3 jours. Et en fait, pour rester motivé malgré la soif, malgré la faim, malgré la fatigue, il s'est récité
des prières. Il a beaucoup prié. Et en même temps, il s'est mis à chanter des chansons de Tupac qu'il écoutait beaucoup quand il était gamin, enfin beaucoup de rap. Et à un moment où, dans une espèce de transe qu'on peut imaginer avec la soif, la chaleur et puis aussi la persuasion qu'on va mourir, hein, tout simplement, Obi ne pensait pas sortir du désert. Il s'est mis à faire ses propres chansons, et notamment une chanson qui s'appelle Light and Darkness, qui va jouer ce soir, qui sont un peu les premiers mots qui lui sont arrivés. Et depuis ce jour, il a énormément, en fait, ça a été son leitmotiv, ça a été sa façon de rester humain et rester en fait vivant. Et quand je l'ai rencontré, une des premières choses qu'il m'a dites, c'était à force d'être chassé de tous les territoires, j'ai choisi la musique comme dernier pays. Et en fait, la musique, c'est ça. Et d'ailleurs, dans sa musique, il ne parle jamais de la mort, parce qu'il veut, c'est ça, au côté light, du light and darkness, c'est un moment d'espoir. Et pour revenir, d'ailleurs, je voudrais juste rebondir par rapport à aux interventions précédentes. S'il y a bien quelque chose, et un des intervenants l'a dit très bien, qui réunit tous ces gens, parce que j'ai pu en rencontrer d'autres autour d'Obi, notamment au squat, ils étaient 450 Africains à ce moment-là, venus de différents pays. Donc c'était 450 odyssées similaires, même s'ils n'avaient pas tous le talent d'Obi pour la raconter. Dès qu'on creusait un peu, on voyait bien les parcours cassés. Et malgré tout ça, en fait, ce qui les réunissait tous, ces gens, c'est l'espoir, en fait. Il y a une valeur très positive qui a porté en fait tous ces gens vers nos territoires, c'est l'espoir de trouver une vie meilleure et surtout le désespoir quand on regarde dans le rétroviseur de la situation dans laquelle dont il partait. Et du coup, pour apprendre ensuite, là je vais très vite pour pouvoir passer aussi la parole à Claire, quand je rencontre Obi, il a cet énorme talent, il n'est jamais allé dans une salle de concert de sa vie et on est en début de pandémie en plus. Déjà, il y a quelque chose qui nous éloigne les uns des autres, et en plus, lui, il est déjà éloigné, au-delà de la pandémie, comme les 450 autres personnes autour de lui. Donc on arrivait quand même avec quelque chose de complexe, sans même parler du nœud kafkaïen, je dirais, administratif. Et il y a encore énormément de murs que je pourrais évoquer là, linguistique et puis aussi quotidien, c'est-à-dire qu'il avait une approche quotidienne, même son tempo de journée était différent d'une autre. En fait, tout était d'une strate différente, quoi. Et du coup, on a quand même remarqué qu'on avait eu des frissons sur cette musique et qui nous amenait quelque chose de positif. Et c'est là où je passerai la parole à Claire, j'en ai parlé à Claire, qui est une organisatrice de tournée. Donc nous, on produit les spectacles et Claire les déploie sur le territoire. On a des métiers complémentaires. Donc c'est pas une analyste économique? Non, c'est pas une analyste économiste, même si l'économie est quand même souvent dans nos discussions pour construire tout ça, mais c'est surtout une déployeuse de talent. Et avec Claire, en fait, on s'est dit que sans doute, et on a eu raison, c'est l'histoire d'Obi aurait de l'écho auprès des acteurs culturels et qu'on voulait lui apprendre à travers une chaîne de bonnes énergies tendues dans différentes structures, son métier d'artiste, parce qu'on était persuadé qu'au-delà du talent, il pouvait apprendre le métier d'artiste. Et on a imaginé comme ça une grande résidence itinérante qu'on a appelée Migration Positive, je te laisserai en parler. Et juste pourquoi Migration Positive, c'est Claire, c'est toi qui a trouvé ce nom-là et qui m'a parlé immédiatement. Parce que ce qui est terrible, c'est que Migration Positive, c'est un oxymore, et ça ne devrait pas l'être en fait. On sent qu'il y a quelque chose de politique de dire que la migration est positive, mais c'est fou. C'est juste un adjectif tout simple, alors que c'est des gens portants d'espoir et de valeur, et notamment, par exemple, Obi, celle de la poésie qui nous a émus. Et migration positive, on sentait qu'il y avait quelque chose de subversif en mettant ces deux termes côte à côte, et ça, je trouve ça vraiment absolument étrange, quoi. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est avec ce projet Migration Positive que Claire, Olivier, vous êtes venus aussi vers Artifarty. Enfin, et pour revenir pour réagir en fait sur l'expression migration positive, c'est vrai qu'elle pose question dans plein de sens différents, notamment parce que peut-être aussi c'est pas simple d'accoler ce mot de positif, alors qui par ailleurs est très mal connoté aujourd'hui, hein, mais pour d'autres raisons. Mais parce qu'en fait, souvent la migration, on a conscience que c'est aussi des trajectoires douloureuses, dramatiques. Donc il peut peut-être y avoir quelque chose d'indécent à mettre l'adjectif positif à côté, d'une part. Mais il y a aussi effectivement tout ce qu'on entend. Alors là, c'est du coup, c'est moins bienveillant et une approche moins bienveillante et des précautions moins humanistes que celles que j'évoquais au départ. Mais après, il y a effectivement le fait que tout nous renvoie en fait, et notamment les imaginaires, ce qui a bien été expliqué aussi lors du précédent débat. Renvoie à des choses très négatives en fait, anxiogènes, dangereuses, etc.
Mais en même temps, c'est une expression que vous avez super bien défendue, expliquée, etc. Et Claire, si tu veux bien aussi, toi, nous partager avec nous en fait ce que porte cette expression et puis ce que déploie aussi le projet qui porte ce nom. Bonsoir à tous. Donc, oui, moi c'est Olivier. On s'est rencontrés à Zurich, en l'occurrence, sur un festival qui met en avant des artistes émergents. Et puis on était tous les deux sur scène, pareil, dans une conférence. Et il a expliqué notre démarche envers la culture et la musique et nos métiers, notre approche du métier. Et en fait, on partageait tous les deux un système de valeurs fort par rapport à notre manière de pratiquer la production de concerts et de disques, dans le cas d'Olivier. Et du coup, au sortir de cette conférence, Olivier me dit mais il faut absolument que je te parle d'un artiste que j'ai rencontré à Lyon, et il m'explique toute cette histoire d'Obi qui m'a évidemment tout de suite touchée. Donc on a écouté de la musique, et puis en discutant comme ça, on a en effet tout de suite mis le doigt sur cette problématique du récit, de l'imaginaire autour de la migration et de tout l'aspect négatif, de tout le rejet, de toute la peur qui tourne autour de ces idées des populations qui migrent. Et on s'est dit que c'était quand même que non seulement on ne pouvait pas faire abstraction malgré tout le talent d'Obi, parce que Obi est avant tout un artiste qui fait de la musique, mais malgré tout ce talent-là, on ne pouvait pas faire abstraction de son histoire qui est trop forte. C'est-à-dire que 10 ans de vie migratoire, à traverser la Méditerranée, etc., on ne peut pas faire abstraction de tout ça, et c'est très présent dans ses textes, dans sa musique, dans l'émotion qu'il porte sur scène. Ce qui fait qu'on ne pouvait à la fois pas faire abstraction de ça. Il y avait aussi des problématiques dont Olivier a parlé, qui étaient celles d'apprendre, d'accompagner un artiste dans l'apprentissage de son métier. C'est-à-dire qu'Obi n'était jamais entré dans une salle de concert, il n'avait jamais tenu un micro, il ne sait pas se servir du matériel, etc. Donc il y avait une vraie notion d'apprentissage. Et puis on avait donc envie de porter un témoignage. Et en ça, moi, je suis assez proche des équipes de SOS Méditerranée et très sensibilisée à cette importance du témoignage, au-delà du secours porté en mer aux êtres humains qui s'y noient. Mais au-delà de ça, SOS Méditerranée assure vraiment une mission de témoignage. Ils sont présents, ils ont un stand là-bas. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore rencontrés. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on témoigne, mais qu'on n'avait pas envie de témoigner, que c'était pas notre boulot d'être militant, qu'on n'était pas des politiciens. En plus, c'était pas la position d'Obi, parce qu'évidemment, c'était très important pour nous de savoir ce qu'Obi en pensait et ce qu'il voulait porter, lui, comme témoignage. Et que donc, on avait envie de mettre en avant, finalement, l'apport culturel d'un artiste en exil pour nous, Français, peuple français, territoire français, en fait, de montrer que l'artiste pouvait apporter des choses très bénéfiques à son territoire, parce qu'il porte en lui une histoire, une culture, une musicalité qui est en soi très intéressante. Et puis, on avait envie aussi de mettre en avant le travail souvent très engagé des acteurs socioculturels avec qui on travaille quotidiennement. Donc, en l'occurrence, des festivals comme les Nuits Sonores chez Artifarty. On a monté cette résidence itinérante qui s'appelle la migration positive, qui consiste à travailler dans différentes salles de concert avec différents partenaires sur des aspects très techniques, vocaux, pour préparer le spectacle, pour accompagner l'apprentissage de l'artiste à son métier, pour lui permettre de rencontrer les professionnels du métier qui vont faire sa carrière, parce qu'après il s'agit de développer une carrière d'artiste. Et on se disait qu'en parallèle de tout ça, il fallait absolument qu'on témoigne quand même de son parcours. Donc on a monté cette résidence itinérante qui s'appelle la migration positive, en partenariat avec les Nuits Sonores, le Printemps de Bourges, le Grand Contrôle, une salle qui s'appelle La Sirène à La Rochelle, une salle qui s'appelle le Rocher de Palmer à Bordeaux, qui sont tous des acteurs qui sont très engagés sur des thématiques périphériques à la culture, mais qui sont finalement très centrales dans nos métiers. C'est-à-dire que la culture reste, en tout cas de nos points de vue, je pense, un engagement très, très politique et très sociétal, très actif dans la construction du lien social et du vivre ensemble. Ce qui fait que on a monté cette opération, et chaque
à chaque période de travail dans les salles de concert, ça terminait sur un concert où on invitait SOS Méditerranée, qui est notre parrain, à venir modérer avec nous sur scène ce témoignage d'Obi, des journalistes locaux, des politiciens locaux, des élus, des acteurs socioculturels, des associations, pour que chacun puisse témoigner finalement de la valeur d'expérience et de la valeur très positive qu'il peut y avoir à s'impliquer dans ces questions-là, et du travail énorme qui est fait par tous ces gens-là, et du résultat très porteur de vivre ensemble et de bien social que ça peut développer. D'où cette idée de migration positive, parce qu'on ne voulait pas être misérabiliste et on ne voulait pas abonder dans le sens très négatif autour de ces questions. On voulait montrer qu'il y avait des choses très belles qui pouvaient sortir de tout ça. Alors, on reviendra peut-être à nouveau au parcours d'Obi et puis à ce que vous avez expérimenté en fait lors de l'accompagnement. Mais peut-être je voulais donner la parole à Thélo. Thélo, on a souhaité t'inviter parce que effectivement tu travailles pour une structure, l'Attitude Contemporaine, comme je l'ai dit, qui est impliquée dans une coopération européenne infra sur cette question effectivement des artistes en exil. Qui a eu lieu pendant 2 ans et qui a abouti, voilà. Je vais te laisser de la présenter, mais qui nous permet en fait peut-être, toi, que tu apportes aussi ton regard sur l'histoire d'Obi et puis que tu fasses le lien avec d'autres histoires que vous avez pu collecter à travers cette coopération. Et voilà, tu témoignages aussi sur d'autres types de parcours, parce qu'en fait, il s'agit souvent d'accompagnement au long cours. Nous, on avait beaucoup échangé, notamment avec l'atelier des artistes en exil, qui insistait beaucoup sur le fait que c'était... voilà, il fallait vraiment résolument s'inscrire dans du temps long. Voilà, c'est des parcours qui nécessitent vraiment de nombreuses années. Et au-delà même de la dimension artistique, la dimension humaine, cette association indiquait par exemple que, en ayant beaucoup parlé avec des psychiatres et des gens qui suivent en fait des personnes en situation d'exil, qu'il faut bien 9 ans, en fait, 9 ou 10 ans, pour progressivement arriver à poursuivre son parcours, en fait, à lui donner une autre dimension. Mais donc il y a quand même 9 années où il y a quand même beaucoup de choses encore qui sont à dénouer, beaucoup de choses aussi qui sont de l'ordre de la barrière de la langue, d'arriver à s'acculturer aussi à tout ce qui nous entoure. Mais Thélo, Thélo Maufroy, si tu veux bien aussi à la fois présenter peut-être la structure et le réseau. Bonsoir à tous. Donc, comme Anne-Caroline Parlon le disait, je représente l'Attitude Contemporaine aujourd'hui. Donc, on est un festival qui a lieu depuis 20 ans en juin. On est aussi un bureau de production. On accompagne les artistes au long cours dès l'idée du projet jusqu'à la diffusion, et un pan de coopération internationale. Et en fait, on a des histoires assez similaires. On accompagne depuis 2015 une artiste qui s'appelle Kubra Academy, qui est afghane, qui est arrivée en France après avoir fait une performance féministe dans les rues de Kaboul, qui lui a valu de devoir quitter son pays pour vivre. Et à force de l'accompagner, je pense, avec des situations assez similaires pour ce qu'on se disait tout à l'heure avec Obi, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Effectivement, il faut apprendre le métier tel qu'on l'exerce en Occident, en Europe, sachant que Kubra est performeuse et plasticienne. Donc, dans notre cas, pour l'accompagnement, c'était un double écueil, parce qu'elle est en plus en dehors des formes habituelles ou des cadres qu'on peut justifier aussi dans les réseaux de diffusion, même si on sait à quoi ressemble la performance. Et donc, on l'accompagne maintenant depuis 2015. Et notre directrice artistique, qui est très, très impliquée sur ces questions-là, s'est dit que, en fait, maintenant de manière empirique, on s'y était un peu collé, il fallait essayer de voir comment on pouvait essayer d'apporter une solution un peu plus large et un peu plus concrète à d'autres personnes et à d'autres artistes vivant le même type de situation. Donc on a décidé de déposer un projet Europe Créative en 2018 autour de l'accompagnement des artistes en situation d'exil, ce qui a donné lieu à une expérimentation là pendant 2 ans, dans le sens où c'était un petit projet avec peu de partenaires, avec assez peu de moyens financiers et humains.
ce qui nous a donné l'occasion de travailler avec la Grèce, avec la Moldavie, avec 2 partenaires belges et un partenaire italien autour de création de solutions communes pour accompagner les artistes en situation d'exil dans une intégration dans les réseaux européens. Donc on a essayé de faire ça pendant 2 ans. Et donc là, actuellement, on est en train de processer et de phosphorer à partir de tout ce qu'on a expérimenté pour déposer un nouveau projet, pour dire très sommairement. Il y avait aussi la notion, je crois, dans votre coopération aussi, d'essayer de travailler une sorte de protocole, enfin le terme il y a peut-être un peu, mais d'aider aussi en formalisant en fait les différentes étapes et aussi je pense les manières d'être aussi sur lesquelles, les postures auxquelles il faut être très très vigilant, et notamment parce qu'il y a toujours aussi un risque, on l'a vu, et je crois que tu en as parlé aussi Olivier, à être très respectueux aussi ou clair de ce que l'artiste porte lui-même, et de ne pas l'emmener là où il n'a pas envie d'aller, de ne pas instrumentaliser peut-être aussi son récit, voilà, à d'autres fins. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, je pense, sur lesquelles les acteurs culturels doivent vraiment prendre conscience qu'il faut éviter un certain nombre d'écueils et être extrêmement respectueux, effectivement, de ces parcours singuliers et du fait que ce sont des voix, voilà, qui sont singulières et qui n'ont pas à peut-être représenter ce qu'elles n'ont pas vocation à représenter, quoi. Sur cette question-là, nous, ce qu'on a commencé par faire, comme c'était un test avec les différents partenaires, c'est par proposer des temps de travail aux artistes sans aucune obligation de production. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément présenté leur travail pour pas qu'ils ressentent une pression dans le fait de participer au projet de ce côté-là, et justement pour pas se sentir instrumentalisés. Donc en fait, on a fait ce qu'on a appelé des laboratoires, qui étaient en fait des temps d'une semaine, grosso modo, où ils étaient accompagnés par un artiste considéré comme reconnu dans le pays où l'atelier avait lieu, qui venait avec la présence sur une semaine ponctuée autour d'échanges artistiques, des interventions plus pratico-pratiques du type comment trouver un financement en Grèce quand on est dans l'art contemporain, ou quels sont mes droits en tant que personne en exil dans ce pays. Donc l'idée, c'était de créer du lien entre les personnes accompagnées par le projet, entre les artistes considérés comme reconnus des pays, pour commencer à créer du réseau, et aussi avec les professionnels qui intervenaient. Sachant que dans chaque pays, on a invité aussi des artistes émergents, parce que puisque vous disiez avant qu'il s'agit d'apprendre le métier dans un nouvel environnement, on est parti du principe que les besoins étaient relativement similaires en fait entre des artistes considérés comme émergents sur les besoins de réseau ou sur les besoins d'outils professionnels, avec finalement les besoins de personnes qui viennent d'arriver puisqu'elles n'y ont jamais eu accès. Donc ça permettait aussi d'enlever l'étiquette de l'exil dans le cadre même de la mise en place de ces laboratoires, en n'ayant pas de pression de production, pour que vraiment que les artistes qui étaient accompagnés par les partenaires puissent se concentrer sur ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire être artistes et acquérir les moyens d'exercer leur métier ensuite en Europe. Du coup, je me retourne à nouveau vers Olivier, parce que ce que tu dis, Thélo, sur permettre aux artistes de se concentrer sur les enjeux artistiques, alors qu'il y a tous les autres aspects aussi qu'il faut régler, et notamment les aspects administratifs, les questions de logement, les questions de statut, les questions de... Voilà. Olivier, est-ce que tu avais, au moment où tu décides effectivement d'accompagner Obi, est-ce que tu avais pris la mesure de ce que ça impliquait, notamment dans toutes ces dimensions-là, et comment tu as pu y faire face, parce que... Non, très sincèrement, j'en avais absolument aucune idée, et tant mieux, parce que du coup, à défaut de courage, j'ai eu l'inconscience, et on a pu se lancer dans cette histoire. Je crois déjà le premier combat qu'on a eu, enfin la première chose qui s'est imposée à nous avant même de penser à l'administratif, ça a été de repenser son cadre de vie. Parce que je vais reparler de ce squat Collège Maurice Sèvres dans lequel il a passé plusieurs mois. C'était d'une insalubrité qu'on n'imagine même pas en fait. Et nous, on était là à discuter avec lui de sa carrière comme des producteurs avec un nouvel artiste. Et puis on rentrait chez nous et lui est rentré dans cet endroit absolument sans nom,
Il faut imaginer ce collège désaffecté avec des classes dans lesquelles il pouvait être entassé jusqu'à 15 personnes, 20 personnes. Et Obi, lui, s'était fabriqué sa propre chambre. Il avait expliqué qu'avec son ordinateur, il pouvait devenir le studio d'enregistrement des squatteurs de Maurice Sèvres, puisqu'en fait, il y a beaucoup de pratiques musicales au sein de... Voilà, il y a déjà une tradition orale très forte, il y a beaucoup de récits, et puis beaucoup aussi d'instrumentistes, de musiciens. Et du coup, tous les squatteurs avaient aidé Obi avec des palissades à s'isoler un coin dans le préau. Et à longueur de journée, il enregistrait pour avoir cette intimité-là des musiciens du squat. Et le soir, il faisait sa musique. Et c'est pas parce qu'il avait sa chambre privée individuelle que c'était pour autant un endroit très très confortable. Du coup, le premier enjeu, ça a été de lui trouver un appartement. Et en fait, on a eu énormément de difficultés. Ça a pris des mois parce que son statut était... il n'avait pas de statut. Au moment où on l'a rencontré, Obi, il était un peu naufragé administratif. C'est-à-dire qu'il n'avait fait aucune démarche par rapport à la France. Il était dublineur, donc ça veut dire qu'il était sous le régime de Dublin par l'Espagne. Et il était sur le point en fait, de se faire rappeler en Espagne, là où il avait franchi la frontière au départ. Il a eu un peu de chance dans cette dérive. C'est la pandémie qui a ralenti complètement tous les dossiers administratifs, ce qui fait qu'il s'est dédublinisé, en gros. Et en même temps qu'on cherchait un appartement, puisque tout ça, c'est des strates qui se passent simultanément, on a construit un premier statut administratif qui était la demande d'asile. Et on l'a accompagné dans sa demande d'asile. L'appartement, on avait beau frapper à toutes les portes, toutes les agences, on ne trouvait pas. Et puis une connaissance à nous connaissait un appartement, donc on est passé en direct avec un propriétaire, enfin des choses où c'est vraiment passé par le chat d'une aiguille qui reste finalement un peu plus longtemps que prévu dans ce squat. Donc il a eu son premier appartement en août 2020, au moment où on déposait ce statut. Et puis, août 2020. Et puis après, il y a eu l'enregistrement de l'album, en gros. Et puis un autre combat qu'on a mené administratif, qui était assez kafkaïen aussi, c'était le droit de travail, le permis de travail. Sachant qu'en fait, tout est très bien fait dans les textes. Quelqu'un qui peut prouver qu'il a un domicile, qu'il est demandeur d'asile, et il a tout, en fait, il est censé avoir aucun frein, aucune barrière, en tout cas, à l'accès au permis de travail. Sauf que, notamment grâce à Artifarty, on a eu les conseils de gens, du maire de Lyon, qui nous a permis de mieux comprendre un peu les strates, etc. Et de son cabinet qui ont été super. Et là, si je peux juste expliquer, parce qu'on va dire qu'Artifarty a une connexion directe avec le cabinet du maire ou l'antichambre du cabinet du maire. C'est simplement que le Sucre, qui est un lieu opéré par Artifarty, a accueilli une résidence de création d'Obi, la première. C'était effectivement émouvant parce que c'est la première fois qu'il pénétrait dans un club. Et en fait, il y a eu un temps de sortie de résidence auquel on a invité le maire de Lyon, le nouveau maire à l'époque d'Europe Écologie Les Verts, qui avait eu aussi un long parcours associatif en fait avant d'accéder pour la première fois à des fonctions électives. Et en fait, il est venu écouter Obi. Et à partir de là, la rencontre s'est faite. Et effectivement, il a pu essayer de l'aider aussi. Oui, il a essayé de nous aider, il a même réussi. Après, il faut savoir qu'il a une volonté forte de faire de Lyon une terre d'accueil des artistes en exil. Et puis après, il est pris dans un calendrier aussi compliqué pour toutes les territorialités et toutes les municipalités, où pour l'instant, c'est pas trop l'accueil, la priorité, malheureusement, on comprend. Et en tout cas, il nous a permis de juste, en fait, avec ses services, de faire un bon dossier, quoi, tout simplement. Et puis, et en tout cas, on a obtenu ce permis de travail. Et lorsqu'on est allé chercher le permis de travail, la personne qui nous l'a remis nous a dit qu'elle était là depuis des années, que c'était la première fois qu'elle en remettait un. Et ça prouve quand même qu'il y a une injustice finalement terrible, parce que je repensais toujours en écho à ces 450 camarades qu'on avait laissés dans le squat, parce qu'il y avait des amitiés fortes aussi qui étaient nées, et qu'au nom de son talent, et heureusement, il y avait des accélérateurs qui se passaient pour Obi, mais quelque part, ça crie aussi une injustice plus profonde. Et du coup, avec ce permis de travail, on a tout simplement pu commencer à travailler son parcours et sa carrière avec les résidences, jusqu'à son premier concert qui a eu lieu en juin 2021, lorsqu'on a eu le droit de faire des concerts. C'était au Printemps de Bourges. Et depuis, on a fait une trentaine de concerts un peu partout en France, sorti un premier album. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Vous vous rappelez, au départ de ce parcours, je vous parlais de la demande d'asile, droit d'asile, qu'on a déposé en août 2020. On n'a toujours pas la réponse.
Par contre, on a eu, pour ceux qui savent, connaissent un peu les rouages, l'entretien à l'OFPRA et en novembre, donc on est en attente de ce statut-là, quoi. Donc ensuite, il aura, on l'espère, le droit de résider au moins 10 ans en France, parce que pour l'instant, il faut renouveler sa demande d'asile tous les 6 mois. Je fais juste une petite anecdote. Le squat Collège Maurice Sèvres a été fermé en octobre, il y a 1 an. Et puis, les 450 migrants se sont dispersés, je dirais, géographiquement et aussi administrativement, dans Lyon et au-delà. Administrativement, parce que certains ont fait le choix d'essayer d'obtenir un statut, puis d'autres ont pris la clandestinité. Et il arrive souvent qu'on en recroise avec Obi dans la rue. Et puis très récemment, là, c'était vraiment juste avant les fêtes, on en croise un en vélo, vous savez, avec les sacs à dos, frigo, là, je ne fais pas de marque, voilà, en livreur, quoi. Et il a retrouvé Obi avec beaucoup d'émotion. Il lui a dit qu'il avait enfin, donc il était malien, il avait enfin obtenu son droit d'asile. Il a dit qu'il avait beaucoup prié pour l'avoir et que depuis qu'il l'avait obtenu, il continuait à prier. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il a précisé qu'il priait le Dieu de Moïse. Et tout d'un coup, il y avait des millénaires d'Exode qui étaient là avec ce chauffeur Uber et une espèce de vertige. Et Obi l'a serré très fort dans ses bras parce que pour eux, c'est profond. Et en fait, cet Exode, ça nous rend pharaon, en fait. Et je trouve que c'est insupportable. Voilà. Alors, moi, j'ai encore des questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester et on les prendra volontiers. En attendant que je vois des doigts se lever, je vais me tourner peut-être vers Claire et revenir sur cette notion de migration positive. Vous avez parlé effectivement de ce que la migration pouvait avoir de positif, parce que effectivement, même d'un point de vue économique, en fait, parfois c'est un apport très positif, enfin, sur plein d'aspects. Mais j'aimerais aussi qu'on parle aussi d'histoires positives du côté des accompagnants, parce qu'il y a beaucoup de récits, en fait, non seulement de trajectoires migratoires, mais aussi de citoyens, d'associations. Parfois, ça peut être des structures culturelles quand il s'agit d'artistes. Qui se mobilisent et qui aussi composent des récits positifs, inspirants, qui tordent le cou aussi à ce qu'on voit trop souvent ou ce qui est très souvent renvoyé par les médias, même si je veux absolument pas faire de généralité, mais où on a tendance à mettre en avant des histoires de mettre en lumière parfois des citoyens qui sont dans le rejet ou l'exclusion ou la peur, mais qu'autour de ces trajectoires, il y a aussi des récits de mobilisation ou d'accompagnants qui sont très positifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti à travers la construction du projet Migration Positive ? Ce qui est sûr, c'est que quand on s'est parlé de ça avec Olivier, très rapidement, on a identifié les partenaires qu'on savait qu'elle allait répondre présent à cette migration, à cette idée de la migration positive. Et là, je tiens à saluer le travail notamment des SMAC, qui sont les scènes de musique actuelle, donc qui sont des salles de concert implantées dans les territoires, qui, au-delà d'un travail juste de programmation de concerts, font un vrai travail de construction du tissu associatif local, en organisant non seulement des résidences avec des artistes locaux pour développer les pratiques artistiques sur le territoire, mais qui, beaucoup plus loin que ça, travaillent avec des associations de tout type pour soutenir leur travail. Et je pense par exemple au Rocher de Palmer. Le Rocher de Palmer, pendant le premier confinement, il a accueilli tout un tas de migrants, justement, pour leur donner à manger, donc des associations qui avaient besoin de locaux et de visibilité pour avoir des bénévoles pour pouvoir servir des repas. Il est très actif sur ce territoire pour sensibiliser les politiques dont il a l'écoute, puisqu'évidemment ce sont ses partenaires, à ces questions-là. Et c'est vrai que nous, arrivant avec un artiste comme Obi, on devenait un support de ce travail-là en local, de ce travail de développement, et que c'est un win-win, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour nous, être accueillis par des salles aussi professionnelles et pouvoir construire notre spectacle
Lancer la carrière d'un artiste, c'est évidemment une étape obligatoire dont on a besoin pour faire exister un artiste professionnellement. Et de leur côté, c'est l'occasion de cristalliser un suivi autour du travail de ces associations tout au long de l'année et de donner un point d'orgue, un moment fort, d'avoir une histoire qui puisse porter ces récits, ces engagements auprès des médias et des politiques. Et de permettre vraiment de donner de la lumière à ce travail-là. Ça a été la même chose à La Rochelle, à La Sirène. Et on a eu des moments très forts, ces moments de rencontre en fin de résidence. Donc là, on le fait dans l'autre sens, mais normalement, c'est d'abord le concert, puis après des questions et un partage d'expérience avec Obi. Ça a donné lieu à des moments très forts et à des échanges constructifs pour l'avenir. Et puis, comme on est parrainé par SOS Méditerranée a des antennes dans chacune des villes dans lesquelles on est passé. Et ça a permis aussi à SOS de réunir ses bénévoles et de fédérer et de construire, de renforcer un tissu existant autour d'événements forts. Je pense que, j'allais dire malheureusement, en tout cas, on vit dans une société médiatique et que si on veut soutenir tout ce boulot-là, il est très important de fournir des moments, des points d'orgue comme ça qui puissent attirer l'attention de tous et maintenir la mobilisation, parce que malheureusement c'est un travail de tous les jours que moi je fais pas du tout par exemple et pour lequel j'ai énormément de respect, mais qui nécessite de durer dans le temps et qui a besoin d'être porté, je pense, et d'être porté en lumière, de bénéficier de la lumière des médias. Donc je peux que saluer l'engagement immédiat et complètement naturel de tous nos partenaires là-dessus. C'est vrai qu'on se réjouit souvent parce qu'on se dit qu'Obi a beaucoup de chance et que c'est ça aussi la migration positive, c'est mettre en lumière le fait qu'il peut avoir des happy end, ça peut bien se passer. La vie après une période de migration peut aussi trouver son ancrage et se développer sur le territoire et on espère qu'à terme, Obi réussira une carrière d'artiste et pourra servir de valeur d'exemple et d'espoir à certains de ses compagnons d'infortune. Je voudrais juste rajouter d'ailleurs, pour aller dans ton sens, qu'on a réfléchi à une liste idéale qu'on imaginait pouvoir être sensible et vouloir réfléchir à la migration positive, à intégrer cette démarche-là. Et en fait, on a eu des oui immédiats de toutes les structures. Il n'y a jamais eu même une hésitation. Ce qui est assez unique au final, de sélectionner, présélectionner une dizaine de lieux, entre 5 et 10 lieux, ou acteurs, et que tous rentrent immédiatement dans l'idée, dans l'envie, et même certaines avec certaines difficultés matérielles, mais toujours l'envie. Et je pense notamment à la friche de la Belle de Mai à Marseille, parce qu'on était en pleine pandémie, et tout simplement, ils n'avaient pas le droit d'accueillir dans leur configuration des spectacles, quoi, et qui ont inventé une journée autour de Obi avec des jeunes d'une radio associative locale, et puis ça s'est fini avec un superbe match de foot sur le playground. Donc c'était un moment très fort en fait de rencontre, avec de la musique, du foot, juste être ensemble sous l'égide d'une salle de concert, et c'était magnifique. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté profonde, malgré les difficultés de l'époque, comme une cause et des valeurs qui dépassaient finalement le quotidien qui était compliqué, mais qui était plus universel que ça, quoi. Pour aller dans ton sens, cet été, comme vous savez, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Notre directrice a fait sortir énormément d'artistes d'Afghanistan pour leur survie. Et avant de les faire venir, elle s'est dit qu'il était hyper important aussi qu'une fois qu'ils soient accueillis, ils puissent travailler aussi et pas juste se retrouver en France sans savoir quoi faire. Donc en parallèle de les faire sortir d'Afghanistan, elle a contacté les structures culturelles du territoire français pour leur demander s'ils seraient partants pour accueillir un artiste avec sa famille pour au moins 1 an qui est le délai de l'OFPRA. Et il y a eu aussi énormément de réponses positives sur l'ensemble du territoire français. Merci pour ces belles histoires qui font plaisir à entendre. Mais est-ce qu'il y a... je me retourne à nouveau vers vous. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole pour poser une question, pour apporter un témoignage. Et si c'est le cas, je vous proposerai de vous avancer pour que je puisse vous tendre le micro. Alors,
Non. Peut-être qu'en fait, vous avez surtout envie d'écouter Obi maintenant, non? C'est ça? Mais, donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose effectivement qu'on se retrouve d'ici, je crois, une demi-heure. Peut-être un peu plus si les balances n'ont pas été totalement... Mais je pense qu'on devrait se retrouver à 20h, ici même. Vous avez vu que déjà, tout est installé pour écouter Obi et les musiciens qui l'accompagnent. Et je vous rappelle à nouveau que vous pouvez trouver en fait son premier album en version vinyle ou CD chez le disquaire de Grande Contrôle, juste à côté. Merci beaucoup à tous les trois et à Obi tout à l'heure qui a témoigné. Merci à nouveau à Grande Contrôle. Et juste une petite précision pour vous dire que nous aurons à nouveau une série de débats et d'événements autour de la thématique migration. Cette fois, ce sera à Lyon, pendant Nuit Sonore et European Lab. Et ce sera sur le thème des médias et de la migration. Donc, on pourra revenir sur un certain nombre d'éléments dont on a discuté aujourd'hui. Parce que, voilà, quels sont les récits portés par les médias? Est-ce que il est possible aussi parfois que les migrants puissent garder aussi la maîtrise des récits, voilà, qui sont diffusés dans l'espace médiatique. Enfin, on pourra aussi parler de médias qui sont créés par des journalistes qui ont vécu ces trajectoires de plein de sujets différents. Donc, ce sera à Lyon le week-end de l'Ascension. Donc fin mai, pendant Nuit Sonore. Voilà. Merci à nouveau et puis à tout à l'heure pour le concert d'Obi Bora. Merci, bonsoir.